Bonjour, vous vous apprêtez à visionner le webinaire Stress et anxiété, comment s'adapter au quotidien, qui a été enregistré le 12 février 2026, qui a été offert au grand public dans le cadre de la Semaine de la psychoéducation. Alors, je me présente, Jitsa Thermidor, psychoéducatrice, et je travaille à l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Avant de débuter ce webinaire, permettez-moi de vous présenter notre conférencier, Jonathan Bluteau. Jonathan Bluteau est psychoéducateur et professeur à l'UQAM, ainsi que professeur associé en France. Il est un spécialiste de la santé mentale et s'intéresse particulièrement à la prévention du stress et de l'anxiété, ainsi qu'aux pratiques favorisant le bien-être des jeunes et des adultes. Ses travaux portent notamment sur l'influence des milieux de vie et d'apprentissage sur la santé psychologique. Passionné par le partage de connaissances, il propose des stratégies concrètes pour mieux gérer le stress et favoriser l'équilibre au quotidien. Sans plus tarder, je vous laisse visionner sa présentation. Bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais partager mon écran dès maintenant. Donc voilà, je vais débuter à l'instant, comme on a 1 heure. Donc, stress et anxiété, comment s'adapter au quotidien. Il y aura un volet qui va toucher évidemment la psychoéducation à travers cette présentation, même si elle porte sur le stress et l'anxiété. J'aime bien dire en fait que, ou j'utilise souvent l'expression, lorsque la température de l'eau augmente, les poissons s'adaptent difficilement. Donc, vous avez probablement déjà entendu parler de ce type de conditions, hein, c'est-à-dire que lorsque dans le fleuve Saint-Laurent, il y a un demi-degré, par exemple, d'augmentation de la température, on voit les comportements des poissons se dysréguler ou du moins avoir de la difficulté à s'adapter. Donc, on n'échappe pas, nous les humains, on n'échappe pas à ces lois de la nature, c'est-à-dire la réponse de stress lorsque l'environnement, en fait, exerce une pression sur les individus, qu'on soit des individus humains ou de d'autres espèces. Ça reste des lois universelles du monde du vivant, on pourrait le dire ainsi. Donc, on peut se poser la question, maintenant, on va parler d'anxiété, de stress et tout ça. Je vais vous donner ici une référence importante là, lorsqu'on parle de santé mentale et de problèmes d'adaptation. Puis ici, je ne fais pas référence à la maladie mentale, mais vraiment à la santé mentale. On sait, bon an, mal an, qu'il y a à peu près 1 personne sur 5, c'est-à-dire 20% de la population. C'est un chiffre magique, hein, quand vous entendez belle pour la cause, là, 1 personne sur 5 va avoir des problématiques d'adaptation relatives à la santé mentale. On fait référence ici à 1 personne sur 5 qui est soit possiblement en arrêt de travail ou en difficulté d'adaptation relatif à ces processus. Euh, Ici, quand on a eu vous vous souvenez de la COVID, évidemment, là, il y a eu 2 grandes vagues de COVID et où il y a eu une énorme pression sur la population, hein, soit en termes de une pression des stresseurs en termes de maladie, hein, c'est-à-dire que ça générait une peur chez la population d'attraper ce type de virus, mais également le fait qu'on était contraint à ne pas sortir, donc on avait peu de contrôle sur notre situation. Mais ce qu'on a vu apparaître dans la majorité des études populationnelles, que ce soit chez les enfants, les adolescents ou les adultes, soit travaillant dans les réseaux ou en étant dans le milieu scolaire, ben, on a vu ce type de problématique augmenter de 30% à la première, à la deuxième vague. Donc, quand je dis ce type de problématique, là, on parle vraiment de symptômes d'anxiété, de dépression et d'épuisement. Fait qu'on sait que ces problématiques, on va dire qu'elles sont en fait transdiagnostiques, hein. C'est-à-dire que vous pourriez souffrir ou avoir une problématique comme la schizophrénie, ben, vous pouvez avoir une bonne ou une mauvaise santé mentale, hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme dire, en fait, est-ce qu'une personne qui a le cholestérol ou fait du diabète peut être en bonne ou en mauvaise santé? Ben oui. Donc, tout ça se gère ou se contrôle, hein. Donc, une personne diabétique peut être en bonne santé physique,
mais plus à risque de développer des problèmes. Donc, c'est un peu la même chose ici avec l'anxiété, la dépression et l'épuisement. On peut les retrouver dans plein de problèmes, en fait, de santé physique ou de santé mentale. Donc, c'est associé à du stress. Donc, je vais pouvoir expliquer ça davantage dans les prochaines diapos, là. Donc, et ces données-là que vous voyez, le 30% de la population, ben, après la deuxième vague, les données sont revenues à peu près à une personne sur cinq. Donc, qu'est-ce que le stress? Très rapidement, là, le stress, pour vous faire une anecdote qui est quand même assez cool, le terme stress qui est utilisé en médecine ou en psychologie ou le stress chez l'humain, là, en tant que tel, c'est un terme qui a été évoqué pour la première fois au Québec, donc à l'Université de Montréal. Et c'est Anne Cellier qui est venue faire en fait ses études postdoctorales au Québec, puis qui a continué sa carrière de chercheur à l'Université de Montréal. Lui, ce qu'il a découvert notamment, d'abord, c'est la découverte d'un mécanisme relatif au système immunitaire. Mais outre ça, il a découvert ce qu'on appelle les déterminants physiques d'une réponse de stress. C'est-à-dire, on sait que lorsqu'il y a des changements de température importants, donc le froid, par exemple, à l'extérieur va être un agresseur. La douleur ou les agressions physiques, la maladie, la privation de sommeil ou la privation de nourriture sont des stresseurs universels, en fait, que chez tous les humains, hein, voire même les mammifères, là, on partage ça avec les mammifères. Lorsqu'on induit ça, ces éléments que vous voyez ici, on génère une réponse de stress. C'est-à-dire qu'il y a des hormones qui sont sécrétées. Lui, il va avoir travaillé notamment sur un syndrome là, ou un concept qu'on utilise encore aujourd'hui, qui est le syndrome général d'adaptation, qui fait un peu référence aux une personne sur cinq là, qui vont être soit en invalidité ou en difficulté de s'adapter au quotidien. Ben, lui, il va développer ce principe-ci. Quand j'enseigne à mes étudiants à l'université, je leur dis toujours, vous vivez ça au moins une fois dans votre carrière universitaire, puis ça arrive souvent à la fin de la session. C'est-à-dire que lorsque l'organisme se met en action pour réagir, se défendre ou réagir à l'environnement, puis là, je donne l'exemple de mes étudiants qui commencent la session, puis qui commencent leur session, ils travaillent, ils ont des conjoints, conjointes, des activités, des amis, et puis les travaux de session. Et puis lorsque le dernier examen se termine, ils tombent malades, donc avant les vacances de Noël. Donc ça, c'est un peu ce principe ici que le corps est fait pour résister à des stresseurs, mais qu'éventuellement, il peut s'épuiser ou avoir des difficultés à s'adapter. Dans un autre élément, ça, c'est les découvertes de celliers qui ont persisté, en fait, ces découvertes là, jusqu'à aujourd'hui, mais je dirais jusque dans les années 50, où on va se poser la question, après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, quand on va voir des soldats revenir, mais qui ne sont pas blessés physiquement, mais qui reviennent avec des chocs post-traumatiques, on va se demander beaucoup à savoir si le stress est psychologique ou physique, parce qu'il faut partir des découvertes de celliers qui nous dit en fait que le stress est physique, d'abord, hein, c'est une agression au corps. Donc, ça va être John Mason qui va répondre à cette question, qui est un médecin, en fait, là. Et lui va faire une expérimentation très ingénieuse. Et ce qu'il veut savoir, en fait, c'est est-ce qu'il existe une composante psychologique à la réponse de stress, outre que ce que Cellier a découvert. Et puis, en fait, il va partir des connaissances de ces liés. Donc, il va prendre trois groupes de singes. Imaginons que ces groupes sont équivalents hein, en termes de sexe, en termes d'âge. Donc, la répartition, on peut dire qu'ils sont équivalents. Et on va les priver de nourriture pour les stresser. Donc, on va les stresser de niveau basal. Et puis, on va prendre des hormones de stress pour voir s'ils sont stressés. Et puis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va isoler un groupe de singes. Vous avez le groupe A ici à l'écran. Il va les isoler dans une pièce sans avoir accès à d'autres singes ou voir d'autres singes. Et il va séparer le groupe après ça en deux salles, une salle B et une salle C, dans laquelle la salle est séparée par une vitre. Donc, les groupes B et C se voient. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller nourrir le groupe de singes C et dont le groupe B aura été témoin. Et ce qu'il va remarquer, en fait, c'est que le groupe B va avoir sécrété plus d'hormones de stress que le groupe A. Et il va comprendre, en fait, que c'est parce que le groupe B a été témoin du groupe C qui se faisait nourrir. Donc, il a découvert, en fait, qu'il y avait une composante psychologique rattachée aussi à la sécrétion d'hormones de stress. Donc, on peut vous agresser physiquement, infliger de la douleur, et on peut aussi
avoir des mécanismes psychologiques, puis il va y avoir un stresseur qui va s'ajouter. Donc, c'est quand même important comme découverte. Et plusieurs de ces études, des méta-analyses vont faire ressortir ce que Sonia Lupien, vous connaissez probablement très bien, qui a mis en évidence là, dans les années 2000-2010, qu'il y a quatre stresseurs psychologiques universels. Hein, donc, on peut les ajouter aux stresseurs de Cellier. Donc, vous avez le contrôle diminué, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego menacé. Donc, ça, on sait que chez les humains, ça aussi, c'est universel. Hein. On est un peu, je dirais, programmé pour répondre à ces quatre déterminants. Voire même vos animaux domestiques, là, les mammifères que vous avez à la maison vont réagir aux mêmes déterminants. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'ils soient physiques ou psychologiques, hein, les changements de température, douleur, agression ou psychologiques, ça va toujours être un peu la même réponse qui va se déclencher. Fait que le cerveau, lui, il fera pas la différence. Il va interpréter ces éléments-là comme étant une menace. Et on peut supposer, en fait, que c'est un peu un vestige de l'évolution, là, hein. On a hérité de ces mécanismes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans votre cerveau, vous avez un genre de sensor, hein, donc euh, une glande là, qui va détecter ce qui se passe dans l'environnement, puis il va être elle va être sensible aux éléments qu'on a ici. Et lorsque ça s'est déclenché, en fait, il va se passer vraiment une chaîne d'hormones pour, en bout de ligne, arriver à sécréter ce qu'on va appeler des glucocorticoïdes, c'est-à-dire du sucre et des anti-inflammatoires. Donc, le sucre, je reviens ici peut-être, mais le sucre et les anti-inflammatoires servent à survivre, hein, servent à s'adapter, servent à survivre sur une longue période, servent pour nous aujourd'hui contemporains nord-américains, là, peuvent servir aussi à faire un marathon. Donc, ça va nous servir à accomplir les activités qu'on a à accomplir au quotidien. Il faut savoir d'abord pourquoi que c'est des réponses de stress, c'est que le cerveau, sa première fonction, je dirais une de ses premières fonctions, c'est de détecter la menace. C'est-à-dire qu'il va prioriser la réponse de stress au détriment de plein de mécanismes hormonaux notamment. Donc, c'est avant tout un détecteur de menace parce qu'il assure avant tout la survie. Cela dit, un détecteur de menace, c'est un peu comme un détecteur de fumée, ça peut aussi être dysfonctionnel. C'est-à-dire que je donne ici un peu l'exemple, là, comme un détecteur de fumée, il peut se déclencher pour une toast brûlée. C'est-à-dire qu'éventuellement, quand notre détecteur de menace se met à fonctionner souvent, ben, il envoie en fait un message que l'environnement est hostile, puis qu'il y a peut-être de la vigilance à avoir. Donc ça va nous amener tranquillement vers ce qu'on va appeler l'anxiété. À partir du moment où notre détecteur de fumée se déclenche pour des toasts brûlés, puis qu'il n'y a pas de feu, ben, on commence à faire de l'anxiété. C'est un peu l'analogie que je peux faire pour que vous compreniez bien le mécanisme du stress vers pourquoi le stress est un précurseur en fait des processus anxieux. Ensuite, ben, si je résume la réponse de stress en lien avec le bien-être ou la santé mentale, ben, rapidement, tu sais, le stress, c'est pas votre patron, c'est ni votre conjoint ou votre conjointe ou vos enfants, quoi que ça peut l'être, mais on va considérer que le stress est une réaction qui est d'abord psychophysiologique, c'est pas une maladie, on n'en guérit pas. En fait, c'est quelque chose qui est très utile pour assurer notre survie. Le problème, c'est lorsque la réponse de stress devient chronique, hein, quand notre détecteur de fumée part pour rien. Le système de réponse au stress va être un mécanisme de survie, d'adaptation, mais il est coûteux sur le plan métabolique. C'est-à-dire que le stress chronique, éventuellement, va générer de l'épuisement. Hein, donc, le burn-out ou l'épuisement n'est pas de la dépression, c'est un mécanisme qui est autre, mais qui vient au bout d'un épuisement des ressources là, de glucocorticoïdes. Mais ça permet de nous adapter et d'évoluer. Maintenant, si je fais une brève distinction là, entre le stress et l'anxiété, parce que c'est souvent confondu, tu es anxieux, tu es stressé. Ben, très rapidement, là, si on fait une distinction simple, le stress, c'est une réaction face à un danger, une contrainte ou un défi. Hein, nos athlètes olympiques actuellement, là, qui sont sur la piste de départ, ben, ils ont une réaction de stress. Hein. Elle est nécessaire, en fait, pour accomplir le défi. Ils ont besoin de l'énergie pour réussir à faire ce qu'ils ont à faire comme performance.
Donc, une réaction de stress, ben, c'est dans le moment présent. Et ou c'est une réaction qui est liée au déclencheur qu'on a vu en fait précédemment. L'anxiété, c'est une émotion. En fait, c'est une émotion qu'on partage tous et toutes, et elle est normale. Donc, je peux prétendre, en fait, là, sans vous pathologiser, je peux prétendre que vous avez tous déjà eu et vécu de l'anxiété. C'est comme un peu dire, tout le monde a déjà eu un rhume. C'est-à-dire que ça fait partie des mécanismes normaux ou adaptatifs là, de l'humain de vivre de l'anxiété. Là, c'est lorsque l'anxiété devient plutôt euh, handicapante ou lorsqu'elle nous empêche de fonctionner qu'elle devient problématique. Mais en soi, l'anxiété existe pour le commun des mortels. Puis on va parler à ce moment-là plus de pensée anticipatrice, hein, c'est-à-dire l'anxiété va être générée à partir du moment où le stresseur n'est pas tant dans le moment présent, mais il est plutôt projeté vers une situation quelconque. Donc, je viens de vous dire que l'anxiété peut être normale ou elle peut être problématique. Donc, l'anxiété va être comprise d'une réponse normale lorsqu'elle découle d'un stress, mais elle va devenir problématique à partir du moment où elle va entraver le fonctionnement quotidien. C'est-à-dire que le stress deviendra assez significatif pour m'empêcher, si je suis par exemple un enfant, m'empêcher de bien fonctionner à l'école, voire d'aller à l'école. Et si je suis un adulte, ben, voir de fonctionner au travail, être capable de répondre aux exigences de mon emploi, etc., etc. Là, donc, toutes les raisons peuvent être personnelles pour avoir une réponse anxieuse. Et ces comportements ben, vont mener à des comportements d'évitement, de retrait, d'hypervigilance, voire même d'agressivité ou de violence. C'est-à-dire qu'on peut aussi péter un plomb quand on est trop anxieux. Là, ça va vraiment dépendre de notre tempérament, hein. Donc, et tout ça va s'inscrire dans ce qu'on va appeler la chronicité de la réponse de stress. Donc, l'anxiété est problématique lorsqu'elle empêche une personne d'accomplir ses tâches quotidiennes et qu'elle vit une souffrance importante la majeure partie du temps, ou n'arrive pas en fait à profiter d'une situation pleinement, c'est-à-dire je pourrais être dans une fête d'amis dans laquelle j'ai du plaisir, mais j'arrive pas à profiter pleinement du plaisir parce qu'il y a des éléments dans la fête qui m'embête, hein. Donc, ça peut être de l'anxiété sociale, ça peut être d'être obligé de parler à quelqu'un puis on ne sait pas quoi dire. Et là, on peut avoir une forme d'anxiété. C'est un exemple, en fait, parmi d'autres. Donc, l'anxiété pathologique, ben, ou problématique, hein, on va dire que c'est une anxiété qui sera excessive, inappropriée ou chronique, qui va vraiment altérer le fonctionnement, puis ça va s'accompagner de symptômes. Donc, difficulté à fonctionner, difficulté à s'organiser, etc. Maintenant, ben, les manifestations sont, on le dit, hein, de repli, d'hypervigilance ou d'agressivité, puis avec une détresse psychologique importante. Dans des termes un peu plus techniques, on va parler de brisure de fonctionnement, ou même dans des termes plus psychoéducatifs. On va parler à ce moment-là de brisure de fonctionnement dans une sphère ou plusieurs sphères là, de vie de la personne. Hein, donc, quand je parle de sphère de vie, ben, je peux faire référence ici à l'école, aux loisirs, au sport, aux activités parascolaires, au contexte familial, etc. Tous les aspects de la personne. Maintenant, ben, vous avez ici ce que je vous expliquais tantôt, hein, quand je vous disais que les symptômes d'anxiété, d'état dépressif ou d'épuisement peuvent être transdiagnostiques. Ben, on a un tableau ici qui l'exprime relativement bien pour que vous compreniez en fait que l'état anxieux, c'est quelque chose qui est relatif, c'est-à-dire qui va fluctuer dans le temps. On peut être à des moments plus anxieux dans notre vie et à d'autres moments moins anxieux. C'est comme la santé physique en fait. Il y a des moments où on est plus en forme et des moments où on est moins en forme. Il y a des moments où on fait de la fièvre, il y a des moments où on n'en fait pas et où on peut être plus vulnérable à cela. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, vous voyez ici sur le continuum, là, c'est un cadran en fait à deux axes, là, donc de continuum, c'est-à-dire un continuum de maladie, c'est-à-dire je suis atteint d'une maladie ou non, et la santé à travers ça, hein. Donc, parmi les exemples que vous voyez, si je prends l'exemple en haut à droite, la personne jouit d'un niveau élevé de santé mentale et ne souffre d'aucune maladie. Donc là, on aurait une personne qui serait assez optimale sur son fonctionnement.
Mais on pourrait aller plus bas, en bas à droite, où vous avez la personne qui ne souffre pas de maladie mentale, jouit d'un faible niveau de santé mentale. Hein? Donc ça pourrait être une personne qui n'a pas de maladie mentale à proprement dit, mais qui vit une période d'anxiété aiguë parce que la personne est en période de séparation, parce que c'est une transition primaire-secondaire pour un élève, et ainsi de suite. Donc, il peut y avoir aussi des aspects transitoires à la santé, dans des états ou non de maladie. Donc, j'espère que tout ça est clair pour vous, là. Je défile ma présentation. Je vous ai parlé de stress, puis je vous ai dit qu'il y a un lien, hein, avec le processus anxieux. J'ai essayé de vous expliquer rapidement pourquoi. Maintenant, ben, il y a la recherche est plutôt simple et claire là, concernant la façon de gérer le stress. Il n'y a pas mille façons. Quand que vous voyez des publicités à la télévision, là, par exemple, des multivitamines, mettons, là, pour gérer le stress, là, ça, faut pas écouter ça. C'est pas approuvé scientifiquement. Ce qu'on sait en fait, c'est qu'un des facteurs de protection le plus significatif pour la gestion du stress, c'est le soutien social, c'est-à-dire d'avoir accès à un réseau fiable là, ou un réseau dans lequel on peut se confier, où on peut être soutenu. C'est vraiment un élément important qui fait diminuer les hormones de stress. Bouger et être actif, c'est-à-dire faire un peu de sport. Là, vous me voyez venir avec mes saines habitudes de vie. Mais pourquoi on dit que bouger est bon pour la gestion du stress, même que les dernières études suggèrent fortement, en fait, même démontrent, en fait, que le jogging, c'est-à-dire hein, faire du jogging plusieurs fois par semaine serait aussi efficace qu'une psychothérapie ou un antidépresseur là, pour prévenir en fait les symptômes dépressifs. Ben, c'est parce que quand on court, quand on est actif, quand on fait du sport quotidiennement ou plusieurs fois dans la semaine, on dépense en fait le glucose, hein, le glucocorticoïde, là, les glucoses qu'on accumule, le sucre qui est accumulé par le stress, ben, se dépense en fait. Donc, on est fait pour accumuler du sucre, mais on est fait aussi pour le dépenser. Puis c'est quand on le dépense pas qu'on vient un peu, on est irritable ou qu'on peut voir des comportements de colère impulsive, par exemple. Rire est très bon. Rire inhibe les hormones de stress. Respirer ou chanter. Donc, la respiration abdominale, là, qui est bien connue par son mécanisme d'exercer une pression régulière sur le nerf vagal, hein. Quand on dit la cohérence cardiaque lorsqu'on respire, c'est parce qu'on induit une cohérence sur le nerf vagal. Donc, et chanter aussi permet de respirer et de se détendre. Et globalement, ben, je pourrais vous dire adopter de saines habitudes de vie. Donc, ne pas fumer, ne pas manger d'aliments. Bon, vous comprenez le principe. Mais tout ça se tient à partir du moment où on diminue les agressions au corps. Donc, ça, c'est dans l'art de gérer le stress. Maintenant, ben, je vous amène dans des pistes assez simples pour l'art de gérer l'anxiété, hein. Ce sont des éléments très généraux, mais qui fonctionnent pour ceux qui vivent de l'anxiété puis pour ceux qui n'en vivent pas. Donc, c'est bon pour tout le monde. Donc, comprendre d'abord que l'anxiété ne s'élimine pas, elle se gère, ça fait partie de la vie. Ça serait comme dire, ben, je veux éliminer le rhume. Le rhume, il s'éliminera pas, il va arriver une fois par année probablement. Ce qui peut vous aider cependant, c'est d'avoir des routines. Donc, d'avoir des plans, d'avoir des routines et des rituels permet de se fixer des repères. Donc, d'avoir des repères dans le temps et dans l'espace, en fait, c'est sécurisant. Je vais donner mon exemple des athlètes olympiques parce c'est dans l'air du temps. Euh, les athlètes olympiques qui partent pour les Olympiques, nos Canadiens qui s'en vont en Italie compétitionner, évidemment, ils veulent arriver sur les lieux avec une bonne performance, hein, dans des conditions optimales. Ben, pour réussir à faire ça, ils ont des routines, des rituels et un plan qu'ils suivent comme à la lettre. C'est la façon, en fait, qu'ils vont s'organiser. Ce sont les bonnes stratégies à adopter pour être capable de passer à travers un décalage horaire et performer dans des contextes inhabituels. Affronter une situation graduellement avec du soutien social, donc sans trop diminuer les exigences, va être le propre d'un mécanisme en fait anxieux, hein. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est quand on est dans l'anxiété, là, très souvent, il faut comprendre que notre intégrité n'est pas menacée. Hein. C'est plutôt une peur, là, c'est pas, on n'est pas devant un mammouth.
On est vraiment plutôt dans un contexte où c'est relatif, mais il faut le gérer. Donc, notre cerveau, lui, il comprend qu'il y a une crainte. Donc, on est capable aussi de faire face à des situations avec du soutien social. C'est une des bonnes façons, puis ça va être une des bonnes stratégies que le psychoéducateur va prendre notamment. Accentuer les efforts et les réussites à petits pas. Hein, j'ai tendance à dire avec les enfants ou voire même les adultes de travailler sur le courage, en fait, hein, d'avoir le courage de faire face aux événements, puis de réussir à petits pas. Donc ça, c'est pas banal, c'est important. Surtout quand on sait que l'intégrité n'est pas menacée. Proposer des responsabilités. Je dis toujours à mes enseignants que je forme à l'université, vous avez une classe, une responsabilité par élève dans la classe. Donc, dans une gestion de classe efficace, chaque élève devrait avoir une responsabilité à sa hauteur. Et ça permet en fait de mieux gérer l'anxiété parce qu'on développe de l'autonomie, on développe un sentiment d'appartenance au groupe. Puis c'est comme ça à la fois dans les familles, à la fois à l'école. Avoir des responsabilités et bien les assumer permet de développer l'autonomie, permet d'être en action, hein, je vais y venir. Donc, permet d'avoir un sentiment que j'ai du contrôle puis que je peux me développer dans mon environnement. Et un truc assez efficace, là, je vous le dis, si vous souffrez un peu l'anxiété ou il y a des moments où vous vous sentez anxieux, une stratégie très efficace, outre la respiration, c'est mettez-vous en action. Donc, se mettre en action veut dire ne pas rester sur place, ne pas ruminer, en fait. Faites quelque chose. Donc, faites la vaisselle, sortez, faites une tâche qui vous plaît, mais mettez-vous en action pour remettre un peu le sentiment du pouvoir d'agir à travers là, ces processus qui peuvent être un peu plus anxieux. Donc, ça, ce sont des trucs relativement simples là, à mettre en place pour gérer relativement bien l'anxiété. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de psychoéducation, étant donné qu'on est dans un webinaire sur la profession. Donc, je vais vous parler d'adaptation psychosociale. Pourquoi d'adaptation psychosociale? Parce que pour ceux qui sont avec nous, là, qui ne sont pas des professionnels du domaine, ben, il faut savoir que l'objet d'étude, voire l'objet d'intervention, l'objet d'étude de la psychoéducation et l'adaptation, en fait. Donc, l'adaptation psychosociale des individus. Puis ça s'inscrit comment? Ben, dans son action, en fait, le professionnel de la psychoéducation va travailler dans un contexte où il sera présent dans le quotidien de la personne qui vit des difficultés. Donc, nous, dans notre travail, si un psychologue travaille dans un contexte peut-être plus de bureau ou d'entretien, hein, d'entretien psychologique, ben, le psychoéducateur, son bureau, c'est de s'inscrire davantage peut-être dans le quotidien de la personne. Donc, la psychoéducation est née beaucoup dans les milieux de vie ou dans les internats qu'on pourrait référer à des centres jeunesse, par exemple, ou des institutions. Donc, c'est une profession qui s'est développée à l'intérieur du quotidien des personnes. Le psychoéducateur, psychoéducatrice va s'appuyer également sur les forces de la personne et celles de son entourage, ainsi que leur interaction. Donc, on est aussi dans une perspective où à la fois les éléments de l'individu et à la fois les éléments du contexte vont nous intéresser et on va s'intéresser à cette interaction, en fait, hein. Donc, comment le contexte aussi peut générer de l'anxiété, puis comment l'individu peut euh, interagir ou voir faire face à cette situation. On va également travailler dans un contexte où on analyse l'ensemble de la situation pour aider la personne à identifier ses besoins. Donc, ça fait partie aussi de la démarche, mais comme dans la démarche des autres professionnels également, qu'on soit médecin, travailleurs sociaux, on travaille autour des besoins de l'individu. Ça fait partie vraiment des approches professionnelles privilégiées au Québec. Intervient de façon adaptée aux réalités de la personne en impliquant son entourage. On revient dans le contexte de l'interaction individu-environnement, mais voir à ce moment-ci avec le réseau social ou le réseau humain, et accompagne la personne vers un retour à l'équilibre, c'est-à-dire on prend la personne où elle est et l'objectif, c'est d'être capable d'optimiser son adaptation, peu importe sa condition. Je poursuis. Le psychoéducateur, en termes de, si on tourne autour de la problématique, disons, de l'anxiété ou du phénomène de l'anxiété, ben, on va pouvoir présenter peut-être une lecture fonctionnelle ou adaptative de l'anxiété. Donc, dans nos perspectives, l'anxiété ne sera pas vue juste comme une pathologie, mais qui peut être parfois
indiqué ou utile dans un contexte quand on comprend en fait le contexte et dans d'autres contextes peut être inadapté, mais on va travailler sur cette compréhension fonctionnelle en fait. Donc, la spécificité du psychoéducateur, ce sera de travailler sur d'autres cibles que le symptôme anxieux, mais de travailler sur l'interaction individu-environnement, d'analyser comment l'anxiété peut perturber les routines ou les relations, ou l'engagement scolaire, professionnel, social, ajuster l'environnement plutôt que de viser uniquement la régulation interne de l'individu. Donc, parfois, les exigences de l'environnement ou les conditions de l'environnement ne permettent pas non plus à un individu de se réguler, hein. Donc, il peut être aussi normal ou très normatif de vivre de l'anxiété dans des contextes de maltraitance, d'intimidation, etc. Donc l'anxiété n'appartient pas qu'à l'individu. Il y a comme une interaction entre les deux. Réduire la charge anxiogène sans abaisser les exigences développementales, c'est un des travaux que fait le psychoéducateur, c'est-à-dire c'est de soutenir en fait les compétences de l'individu autant que possible pour réussir tout simplement à faire face à l'anxiété. Donc concrètement, dans son travail, ben, le professionnel de la psychoéducation soutient l'exposition graduelle en contexte réel. Donc, ça fait partie vraiment des tâches qu'on fait. Pour avoir travaillé toute ma carrière en psychiatrie, ben, un des travails, là, une des actions en fait que je faisais dans mon travail était souvent de recevoir des enfants qui ont été hospitalisés un certain nombre de temps. Et puis, c'était vraiment de refaire l'exposition à l'école, donc d'accompagner le jeune dans le contexte et de revenir à une exposition graduelle pour que ce jeune retourne à l'école puis qu'il soit plus dans l'évitement. Donc ça, ben, ça fait partie beaucoup du travail. Là, je vous donne un exemple comme ça, mais ça peut être un exemple où c'est un travail qui se fait de la maison vers l'école ou vers d'autres milieux de vie. Également, ben, on travaille sur le développement des compétences. C'est un peu l'angle sur lequel on travaille. Donc, valorise les petits pas et les réussites observables. On soutient l'autonomie par des responsabilités adaptées, puis par le développement des compétences adaptatives face au contexte. Et on évite les interventions surprotectrices qui vont maintenir en fait l'évitement et l'anxiété, hein. Donc, il y avait tout le principe tantôt que je disais de dire normalement, quand on est dans des processus anxieux, c'est qu'indirectement, on n'est pas menacé, hein, ou directement, on n'est pas menacé, c'est-à-dire que notre intégrité n'est pas menacée, mais c'est notre tête ou notre perception qui fait que ça devient très menaçant. Donc, on travaille sur ces dimensions. Enfin, si je termine vers cette diapo là, qui va conclure ma présentation, mais qui va permettre d'ouvrir à vos échanges, interrogations, questions, commentaires, ben, le professionnel de la psychoéducation accompagne en fait l'anxiété ou accompagne les comportements anxieux en soutenant le développement des stratégies adaptatives. C'est ce que j'ai mis de l'avant dans ma présentation. Quand je parlais des compétences, je parle des stratégies adaptatives qui seront durables en tenant compte des stresseurs environnementaux et du fonctionnement quotidien. Et le plus important, en fait, c'est le pouvoir d'agir de la personne, hein. C'est-à-dire c'est que la personne se sente en contrôle avec un sentiment d'efficacité pour faire face aux situations. Donc, j'aurais terminé ma présentation. Merci, Jonathan. Ça a été J'ai relativement efficace, hein? Ça a Oui, oui, été. vraiment, vraiment efficace. Merci beaucoup. J'ai l'impression que je me comprends un petit peu mieux. Tu sais, comme avant la présentation, je te disais que j'étais stressée de parler devant beaucoup de personnes, puis pas toi. Donc, je pense une des questions qui nous reste, puis j'invite aussi le public. Vous avez vu apparaître la petite boîte dont je vous parlais au début Q&A, question and answer. Vous pouvez dès maintenant commencer à poser vos questions, puis je vais les adresser à Jonathan plus tôt. Donc, euh, j'aurais comme peut-être deux questions. Les trois éléments clés que tu aimerais que le public retienne ce soir après ta présentation. Puis la deuxième, je pense aussi, c'est
On vit tous, tu l'as bien dit dans la conférence, on vit tous un peu de stress, d'anxiété, mais comment distinguer les deux dans le moment présent, au quotidien? Est-ce que je suis stressée face à mon prochain examen ou je suis anxieuse? Et puis c'est comme par exemple ces situations-là au quotidien qu'on peut vivre. Donc, j'aurais tes trois éléments clés que tu aimerais qu'on retienne. Ouais. Un premier élément clé que j'aimerais qu'on retienne, c'est que dans le discours populaire ou dans les médias ou dans la pas juste la psychopop, là, même chez les professionnels, on a tendance à mettre l'anxiété dans une pathologie relativement importante. Fait que ça peut être très handicapant pour certaines personnes. Ça, on peut en convenir. Mais je veux surtout qu'on retienne que c'est de la santé mentale. Donc, je veux qu'on mette l'accent en fait sur l'idée qu'on peut avoir un rétablissement. C'est-à-dire qu'on ne restera pas anxieux ou à des états anxieux extrêmes tout le temps, là. Pour le commun des mortels, on réussit à s'adapter éventuellement, puis ça peut être transitoire. Donc, je veux qu'on retienne en fait que ce n'est pas qu'une étiquette, puis que c'est comme la santé physique. Il y a des moments où on va mieux, des moments où on va moins bien, sans banaliser ceux qui en vivent, ceux qui vivent de gros problèmes reliés à l'anxiété. Mais je veux qu'on le contextualise moins comme une pathologie, mais plus comme un processus d'adaptation. Fait que ça, c'est mon premier, c'est une des premières choses que je veux qu'on retienne. La deuxième chose, en fait, c'est notamment que les conditions de l'environnement peuvent induire, en fait, du stress, mais de l'anxiété. Fait que c'est sûr que moi, bon, je travaille avec des enseignants, mais je veux dire, on pourrait être dans un centre de personnes âgées, puis les mêmes principes s'appliqueraient. C'est-à-dire que si je mets pas de routine, si j'arrive à l'improviste, donc il y a beaucoup d'imprévisibilité dans mon environnement, mais que je sois dans un CHSLD ou dans une école, je vais générer nécessairement de l'anxiété. Tu sais, donc l'anxiété, quand ce que je disais n'appartient pas qu'à l'individu, elle est aussi dans cette interaction, puis l'environnement, ben, peut en générer. Fait que ça, c'est quand même non négligeable. Et le troisième, en fait, c'est de mettre de donner de l'importance au pouvoir d'agir. Donc, j'entends trop souvent, moi, juste dans mon contexte universitaire, des étudiants qui arrivent avec déjà l'idée qu'ils ont un diagnostic là, d'anxiété, avec plusieurs accommodements là, qu'ils demandent, mais sans se poser la question s'ils ont des forces. Fait que c'est comme si le fait d'être anxieux devient un peu leur identité, en fait. Alors que là, ils sont à l'université, ils sont fonctionnels, ils sont dans la classe, ils viennent aux examens. Puis là, je leur dis, ben, il est où ton trouble anxieux dans tout ça, tu sais? T'es relativement fonctionnel, tu sais? Donc de retenir ça, en fait, là, que les gens ont aussi des compétences, puis que, ben, on peut aller bien, puis à un moment donné, cette étiquette-là n'est pas non plus juste un faut pas que ça devienne un stigma ou une portion de notre identité. C'est surtout ça, en fait. Parfait, merci. On commence à avoir des questions, donc je vais te poser les questions du public, puis si Ouais. on a le temps, on reviendra sur celles que je t'ai posées. Mhm. On parle de plus en plus que le stress peut avoir du positif. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux donner des exemples? Oui, comme j'ai essayé d'évoquer dans ma présentation, le stress, c'est quelque chose qui est positif. C'est-à-dire que à partir du moment où le matin, quand vous vous levez, vous n'avez pas d'énergie, c'est-à-dire que vous êtes en épuisement, c'est que vous n'avez plus cette réponse de stress. On veut pas ça. OK? On veut quelqu'un qui a, quand on se lève le matin, on a de l'énergie. Donc, on a notre glucose, là, qui est une hormone, en fait, là, en tout cas, qui est une conséquence d'une hormone. Ben, on veut ça. Ce qu'on veut pas, c'est du stress chronique. C'est-à-dire que c'est de vivre toujours. En fait, ce qu'on veut pas, c'est rouler avec notre voiture à 120 avec le frein à main. Parce que là, à un moment donné, ça s'use. Fait qu'on veut pas ça. Ou on veut pas que notre système d'alarme se déclenche pour des toasts brûlés. C'est ça qui est néfaste, en fait. Mais sinon, la réponse de stress, elle est bonne, elle est nécessaire, elle sert à la vie à s'adapter, à réagir, à se développer. Donc, c'est ce que je pourrais répondre. Parfait, merci. Deuxième question. Pouvez-vous développer sur la recommandation d'encourager l'autonomie?
en offrant du soutien social, mais sans diminuer les exigences. Oui, en fait, l'enjeu quand on a des personnes qui vivent de l'anxiété, c'est qu'ils sont pris à ne pas vouloir faire face à une situation, hein, quelconque. Donc, ça peut être un examen, ça peut être un exposé oral, ça peut être d'aller à l'école. Dans tous les cas, l'anxiété va un peu nous immobiliser, là, tu sais. Donc, ici, l'idée, c'est de dire comment on peut faire dans une intervention. Bon, déjà d'abord, comment je peux développer l'autonomie chez un individu, c'est en donnant des responsabilités, là. Donc, déjà, ça, c'est une façon de développer des mécanismes qui font que j'ai plus confiance en moi. Mais après, c'est de micro-graduer peut-être les tâches. Tu sais, là, si je prends l'exemple d'un examen ou d'un apprentissage quelconque, ben, ça va être de fractionner l'apprentissage ou la tâche ou ce qu'il y a à faire en petits morceaux pour être capable de vivre des réussites, puis éventuellement avec du soutien, de le faire au complet. Donc, cette idée d'exposition graduée s'applique aussi à fractionner quelque chose qui serait plus complexe. Comme on le ferait, en fait, si vous avez déjà fait de la gymnastique, là, avant de commencer à faire des saltos, ben, on maîtrise une routine en micro-graduant, en fait, le geste, tu sais, jusqu'à temps qu'on vienne qu'à faire un salto. Puis si on maîtrise pas le truc, ben, on vient au comportement antécédent qui n'aura pas été acquis, tu sais, puis on répète cette routine. Mais pour moi, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que plus on va être capable d'acquérir une compétence, ben, plus on va se faire confiance, puis moins les situations seront perçues comme anxiogènes. Merci. Donc, une troisième question. Trop de rituels ou trop de routines Mhm. peuvent-ils générer de l'anxiété chez l'enfant? Oui, c'est-à-dire que c'est toute une question d'équilibre. Il ne faut pas que l'anxiété génère en fait ce qu'on appellerait peut-être des obsessions-compulsions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les rituels ou les routines empêchent le fonctionnement. Donc normalement, les rituels et les routines devraient nous permettre d'avoir des repères dans le temps et dans l'espace, voire chez les plus jeunes ou chez peu importe chez qui, ça donne en fait des repères pour être autonome. Donc, chez les enfants, avoir des routines, ça permet d'être autonome. Donc, je connais la séquence, j'ai pas besoin de demander à ma maman, il est où mon linge? Je sais que mon linge est là, mes choses sont là, ça fait partie de ma routine. Mais vous avez raison dans votre question, c'est-à-dire que si l'anxiété devient trop excessive, il est possible que ces rituels deviennent des rituels de sécurité, en fait, mais qui sont au-delà. Donc là, on peut tomber dans des obsessions-compulsions. Puis là, ben, ça peut devenir plus problématique parce que dans le fond, le rituel prend toute la place, puis la personne n'est plus fonctionnelle dans son activité. Fait que vous avez raison sur cette dimension, c'est une question d'équilibre. Merci. Alors, une autre question. Qu'est-ce que vous recommandez pour des personnes ayant un trouble anxieux qui ne sont pas confortables à faire de la respiration diaphragmatique ou autres exercices de pleine conscience qui sont efficaces pour l'anxiété? Ça, c'est vraiment une bonne question. Parce que c'est vrai qu'on met de l'avant la respiration abdominale. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a déjà suivi mes cours, là. Mais on met beaucoup de l'avant cet élément alors qu'il ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on met de l'avant que la pleine conscience, c'est supposé aider la respiration, puis c'est comme si c'était les premiers mécanismes qu'on valorise. Cependant, les recherches sont beaucoup plus évidentes sur le fait que de se mettre en action est plus efficace que la respiration, sauf si la respiration constitue une mise en action. C'est-à-dire que je la prends comme une action dans laquelle je la contrôle, puis je suis à l'aise avec cette démarche, ça va bien fonctionner. Mais il est vrai que le simple fait de se mobiliser va avoir pratiquement le même effet que la pleine conscience ou la respiration. Donc, Mhm. j'aime cette question, en fait, du public. C'est bon. Donc, puis tu viens de parler, hein, puis j'invite les gens du public à continuer à nous poser des questions. Puis Karine, elle nous pose la question que j'allais te poser. Pouvez-vous donner des exemples de mise en action? Ah, ben oui, tout à fait. Une personne, en fait, qui vit de l'anxiété, lorsque ça devient dérangeant, je vais le dire ainsi,
c'est que nos pensées sont mobilisées par des ruminations ou par quand on vit beaucoup d'anxiété. Donc, ces ruminations ou ces pensées vont avoir une tendance à nous immobiliser, hein, c'est-à-dire à faire en sorte que je ne m'engagerai pas dans une tâche cognitive parce que je suis trop préoccupé. Je ne m'engagerai pas dans une tâche physique, c'est-à-dire de me mobiliser physiquement parce que je... Donc, un exemple, ça serait de se mettre, tantôt je disais faire la vaisselle, là. Je veux dire, ça peut paraître con, mais c'est un exemple que bien du monde applique sans même savoir que c'est efficace. Faire la vaisselle, se mettre dans une tâche où est-ce que je sais que cognitivement je vais être activé parce que j'aime ça. Sortir à l'extérieur, aller marcher, rencontrer des gens. Tantôt, je disais le soutien social, il est important. Ben, ça peut aider d'aller en contact avec des gens quand c'est pas une anxiété sociale, mettons, là, qu'on vit. Donc, il y a vraiment plusieurs façons, mais c'est la mise en action. La mise en action veut dire ne pas rester assis à ruminer, veut Mhm. dire faire une action quelconque qui nous mène à se mobiliser euh, pour divertir, en fait, les pensées. OK. Donc, c'est un peu aussi éviter de procrastiner Oui, pour éviter de faire quelque chose. tout à fait. OK, parfait. Donc, comment aussi soutenir les parents quand on veut intervenir avec un enfant qui présente parfois de l'anxiété? Tu avais abordé l'importance de l'environnement. Donc, dans Mhm. l'environnement de l'enfant, il y a le parent. Donc, comment Mhm. soutenir, comment intervenir auprès des parents lorsque l'enfant vit de l'anxiété? Ouais, c'est aussi une bonne question parce que être parent, c'est pas être psychoéducateur, hein. J'ai souvent tendance à dire que je suis un meilleur psychoéducateur qu'un meilleur père parce que des fois, nous-mêmes, on peut aussi être fatigué ou être stressé quand on est un parent. Mais le meilleur en fait conseil professionnel que je pourrais dire, hein, puis même de parent à parent, ça serait la capacité en fait d'accueillir les émotions d'une personne anxieuse. C'est une des premières étapes. Puis très souvent, la personne, lorsqu'elle est anxieuse, elle vient un peu nous décharger de toutes ses préoccupations quand on est un parent avec des enfants. Donc, une des grandes qualités, c'est d'être capable nous-mêmes d'être calmes comme parents, donc, et d'être capable d'accueillir. Donc, déjà l'émotion. Fait qu'en faisant verbaliser l'enfant sur ce qu'il vit, même si c'est lourd là, à écouter, ou même si c'est intense, ou même s'il y a beaucoup d'émotions, d'être capable de le recevoir. Puis plus l'enfant va le verbaliser, plus éventuellement on risque de voir l'émotion descendre un peu. Puis après avoir accès à plus un échange dans lequel on va essayer de comprendre qu'est-ce qui rend anxieux. Parce que les enfants aussi vont vivre de l'anxiété sans avoir cette capacité consciente à identifier clairement là, pourquoi ils vivent cette émotion. Puis chez les enfants, mais ça va être à la fois des situations de colère, agressive, de contrôle ou de pleurs, de repli, là, tu sais, ça va se jouer sur ces éléments-là. Donc, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de prendre le temps d'accueillir l'émotion, puis même si c'est difficile pour les parents de le faire, ou on prend le parent qui est le meilleur dans ça, puis c'est vraiment le truc le plus simple que je peux donner, c'est d'accueillir l'émotion, ça va diminuer, avoir accès un peu plus à l'enfant, puis essayer en parlant, de comprendre tu sais, sans être un psychologue, là, c'est peut-être le truc le plus adéquat qu'un parent peut faire. Parfait. Euh, Est-ce que l'anxiété excessive peut mener à la dépression? Oui, en fait, c'est aussi une super bonne question. La dépression chez l'enfant, là, tel qu'on le connaît chez l'adulte, c'est quelque chose de très rare. La dépression, c'est un problème post-pubertaire, là. Donc, ça arrive après la puberté. Chez l'enfant, on va parler d'état dépressif, mais il faut comprendre que chez l'enfant, on va voir plus des processus anxieux qui vont se développer. Puis on va voir beaucoup ça dans l'enfance. Et quand on va arriver vers l'adolescence, ben oui, dans le fond, l'anxiété est un précurseur, en fait, d'un processus dépressif. Donc, chez les ados qui vont développer la dépression, ils ont presque majoritairement développé des processus anxieux avant, dans leur développement.
Puis le principal facteur, en fait, c'est le stress chronique. Donc ça, c'est de plus en plus documenté. Si vous voulez vous intéresser à ça, allez voir les travaux de Caroline Ménard à l'Université Laval du groupe de recherche Cerveau, Cervo, qui font des découvertes significatives présentement dans la dépression. Donc bientôt, là, on va avoir des marqueurs là, pour détecter vraiment la dépression, clairement, là. Mais oui, l'anxiété est un précurseur des processus dépressifs chez l'adolescent ou l'adulte. Merci. Alors, il nous resterait deux questions, Jonathan, avant la fin. Oui. Est-ce que la mise en action excessive peut être une forme d'évitement des pensées à certains moments? Oui, 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 oui. Je veux dire, on peut toujours pencher du côté obscur de la force, là. Donc oui, je veux dire, quelqu'un qui, ça peut être autant, c'est comme un peu les gens qui s'entraînent. Je veux dire, tu peux aussi faire du surentraînement, puis ça devient plus tellement bon pour la santé. Donc c'est un peu la même chose, là. Fait que oui, l'anxiété excessive qui peut mener à des stratégies adaptatives qui peuvent éventuellement être inadaptées. Mhm. Fait que oui, tout ça, c'est possible, là. Donc oui, peut-être me répéter la question. Je vais juste être sûr que j'ai répondu au complet. Est-ce que la mise en action excessive Oui, peut ben être c'est une ça. forme d'évitement Oui, des oui, pensées à certains moments? oui, oui, tout à fait. Mais ça peut être un bon mécanisme aussi. Fait que l'enjeu revient toujours À à jusqu'à quel l'équilibre. point ça m'aide ou jusqu'à quel point ça me rend dysfonctionnel. Tout à fait. Ouais, Alors, je termine. Je vois qu'il en reste une dernière. On verra si on peut. euh, mais rapidement, Jonathan, on te ouais. demande la personne de cerveau de répéter son nom. Oui, c'est Caroline Ménard à l'Université Laval. C'est une chercheure, c'est vraiment une chercheure impressionnante là, pour ses travaux fondamentaux sur la dépression. Parfait. Alors, euh, il y a un membre du public qui invite toutes les personnes qui sont à l'écoute. Si jamais il y a des personnes qui se sentent anxieuses, je suis prête à donner mon adresse pour faire la vaisselle, pour se mettre en action. Bonne idée. Bonne idée. Je la prendrai peut-être. Mais plus sérieusement, est-ce que d'utiliser des recommandations pour l'anxiété peut être nuisible si la personne n'est finalement pas anxieuse? Dans, mettons, ce que j'ai présenté aujourd'hui, non. C'est-à-dire que ce qui est bon pour les gens qui vivent de l'anxiété est bon pour les gens qui n'en vivent pas aussi. C'est la réponse que je pourrais donner. Je ne sais pas si elle est claire. Mais peut-être Je le souhaite, si- là. mais je pense que dans les stratégies que tu as données, c'est bon Oui. pour tout le monde aussi, les Oui, saines habitudes de vie. tout à fait. Oui. Puis après, ben, quand on sent qu'il y a quelque chose qui est difficile ou que c'est plus un obstacle qu'un défi, ben, c'est d'essayer de, pour le transformer en défi, c'est de fractionner le problème en plus petits morceaux, c'est d'aller chercher de l'aide. Tu sais, c'est un peu les stratégies que j'ai données, Mhm. donc, qui sont simples, mais oui, qui s'appliquent facilement, en fait, quand on n'est pas un psychologue ou qu'on n'est pas dans ces contextes-là, là, de thérapie. Parfait. Je pense que c'est tout pour le moment. Je viens d'en avoir une dernière. La personne te dit merci pour les éléments que tu viens de répondre. Bon, ben, avec plaisir. Donc, donc je pense puis à partir de maintenant, je pense qu'on reçoit quelques remerciements pour cette belle présentation, Jonathan. Ton Merci. sujet, je pense que dans le quotidien qu'on vit, c'est important de voir de faire cette distinction-là. Le stress, l'anxiété, puis de savoir aussi que le stress et l'anxiété peut être normal, puis peut être bénéfique aussi pour nous. Donc, merci.
Merci à vous qui avez pris du temps ce soir pour être avec nous. Merci Jonathan encore une fois pour ta disponibilité et la qualité de ta présentation. C'est vraiment très apprécié. Nous espérons que la semaine de la psychoéducation, cette conférence-là plus particulièrement, vous aura permis de comprendre un peu mieux notre belle profession qui est la psychoéducation. Bonne fin de soirée et au plaisir de se revoir peut-être une autre fois. Merci.